avec son rituel d'acier, ses grandes cheminées, ses clandestins sages, son chant de sirène, les ciels de néon, ses ventes de Noël, le culte de Dieu le Père, avec les clés du royaume. Le nord, c'est celui qui dirige. Mais ici, tout bas, la faim est disponible. On mange des fruits amers que décident d'autres, alors que le temps passe et les défilés passent et l'on fait d'autres choses que le Nord n'interdit pas. Avec son espoir dur, le Sud existe également, avec ses prédicateurs, avec les gaz qui enveniment, avec son école de Chicago, avec ses maîtres de la terre, avec ses torchons de luxe et ses eaux pauvres, ses défenses gâchées et ses dépenses de défense, avec son geste invasif. Le Nord, c'est celui qui ordonne. Mais ici, en bas, chacun dans sa cachette, il y a des hommes et des femmes qui savent à quoi s'attendre en profitant du soleil et également des éclipses, en écartant ce qui est inutile et en utilisant ce qui sert, tout ce qui peut servir avec la foi des ancêtres. Le Sud existe aussi, avec son accent français et son académie suédoise, sa sauce américaine et ses clés anglaises, avec tous ses missiles et ses encyclopédies, sa guerre des étoiles et son désir furieux d'opulence. Avec tous ses lauriers, le Nord est celui qui commande. Mais ici, tout en bas, tout près des racines, c'est là que la mémoire n'oublie jamais rien. Il y a ceux qui renaissent, il y a ceux qui succombent. Et malgré tout, ils réussissent l'impossible de façon à ce que tout le monde sache que le Sud existe aussi. Mario Benedetti. Bonjour à tout le monde. Bashava, ayudevete, kerai patei, lai, pukui. Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Jacinto va dire quelques mots. Ni Moerenda Urbana de León, Hare Urubichaguasu, Michel Torquere, Peyucavi, Fuae, Mianihuasuke, Pepuama, Pecaruma, Peputuma, Keni Papei, Kiape Papei, Pecuatia Orebecuri, Chechere Jacinto Seri, Chiquiti, Checo Guaraní, Aramoite, Chemiani Aipebe, Bolivia, Cheyerovia, Ore Duyerovia, Ore Puero Remiani Pendive Qua Araperam. Allá apoya su país, Tuicha Yemi, Urubichaguasu, Michel Musop, Sergi Durot, Nancy Moreno Pinto, Jeremy Chival, Pare Inureta, Upareupi, Ninduerendo Urbano de León Peba. Hay todavía ya apoya su país, Tuicha Yeye, Cherin Musani de Zarrape, a la muerte, Buenos Aires, Humae, hoy, Orpere. Buenos días, buenas tardes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Où vous trouvez-vous sur la planète? En quelle langue vous exprimez-vous? Je viens vous parler en guarani. Je m'appelle Jacinto, je suis guarani. Je parle du territoire Guarani Carasu, dans la province de Santa Cruz. Et je remercie tous mes collègues, toutes mes collègues, qui nous ont aidés à générer ce dialogue interculturel. Tout comme je remercie également mon amie Sarah qui nous voit de Buenos Aires, le Grand Esprit, notre Père, au nom de l'école de l'Anthropocène de Lyon. Je vous donne la bienvenue à ce forum des peuples originaires d'Amérique latine. Cette proposition
a été lancé en 2009 dans l'école sud-américaine de l'Anthropocène à Buenos Aires. Et un jour, le hasard, la vie, nous a mis en contact, Jacinto et moi, dans un train, à côté l'un de l'autre, et on allait vers cette université. C'était un trajet assez long, d'une quarantaine de minutes, et nous nous sommes mis à parler, mais à parler comme des personnes, et non pas comme des chercheurs, comme des gens menant une enquête. On essayait simplement de se comprendre. J'expliquais pourquoi j'étais là, ma thèse, et lui m'a parlé de sa vie et son opinion sur les questions sur lesquelles je travaillais dans ma thèse, et il avait son point de vue, j'avais le mien, et on a donc parlé. Et pour moi, c'était la plus belle chose au monde, parce que quelque part, il m'a aidé à comprendre d'une autre manière ce que je voulais dire. Et je sentais qu'également, moi, je pouvais l'aider. Mais c'était une relation que je n'avais jamais eue avec quiconque jusqu'à cette époque, quelque chose d'horizontal, avec quelqu'un qui parlait une autre langue, qui avait d'autres croyances que moi, mais ce n'était pas une relation instrumentale, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun profit que l'un cherchait en l'autre. Et ensuite, Jacinto est venu l'année passée et nous avons commencé à construire cette amitié et de nombreux projets, dont celui-ci. L'école urbaine nous a donné la possibilité de le réaliser avec le musée des Confluences également, dont nous allons parler plus tard. Et c'est comme une sorte de rêve, au moins pour moi. C'est l'imaginaire au pouvoir. Comment pourrait être un autre monde, un monde qui serait vraiment un monde de la diversité, où chacun, chacune pourrait contribuer à partir de ses différences et non pas en mettant de côté ces différences pour adopter une manière d'être, de penser, de se sentir qui serait instituée comme la seule manière possible. Donc, j'aimerais bien que Jacinto vous explique quel est notre objectif pour ce séminaire. Merci, Maria Grace. Alors, cette opportunité que nous avons, que nos amis, nos compagnons nous ont offert pour générer ce moment, l'Amérique latine cherche souvent un espace de dialogue entre les différentes cultures. C'est un désir de nos ancêtres, c'est-à-dire de pouvoir intervenir chaque fois que je peux sur la place publique. Et donc cet espace vient combler les désirs de nos ancêtres, c'est-à-dire chercher constamment le dialogue interculturel au-delà de la colonisation. À travers ce que nous vivons comme peuple originaire, nous cherchons ce dialogue, nous cherchons cette écoute dont nous avons besoin afin de montrer ce que nous sommes, notre essence, notre culture, notre condition, et pour expliquer comment nous, peuple originaire, nous percevons la vie, le monde. C'est ce que nous proposons dans cet espace, dans cette proposition, ce séminaire, un dialogue interculturel, et à travers de cet espace du séminaire, compter notre essence, notre condition, notre recherche comme êtres humains. Et voilà l'objectif, donc chercher le dialogue, la présence et partager ce que nous sommes comme culture originale. Merci beaucoup, Jacinto. Et donc, dans cette imagination, cet imaginaire de ce séminaire, nous avons fait des réunions, et au cours d'une de ces réunions, les compagnons ont demandé comment pourrions-nous nous organiser pour que l'Occident nous entende, nous comprenne. Nous avons souvent parlé, il y a des livres, il y a des anthropologues, mais comment faire en sorte que réellement on soit écouté? Alors, moi j'ai eu une idée, parce que c'est un peu ce que j'avais vécu en France lorsque j'ai essayé de parler une autre langue, une autre culture.
je me suis trouvé face à une question légitime. Je n'avais pas la réponse, mais en tout cas, j'ai eu un peu des expériences qui pourraient être utiles pour organiser ce séminaire, les expériences que j'ai vécues quand j'ai essayé de parler en français avec des Français. C'est donc cette présentation que je voulais partager avec vous toutes, vous tous, c'est-à-dire la manière dont j'ai appris, grâce à ma formation en sciences sociales, en philosophie, cette approche de la convivialité, de partager ma vie avec des gens qui ne parlent pas la même langue que moi. Alors, à partir de nos expériences, essayer de trouver des solutions qui pourraient aider et, par cette présentation, parler de l'écoute comme position politique. Voici ma présentation, donc. J'attends à ce que on passe à la page suivante. Non, ça ne marche pas. Très bien. Donc, l'objectif de cette présentation et le séminaire dans son ensemble, c'est essayer d'écouter l'autre et, si possible, de comprendre l'autre. Alors, comprendre l'autre dépend de qui il est ou elle est. Et lorsque on a été convoqué pour les sessions, lorsque les peuples originaires ont été convoqués à cette session, nous devons dire que la modernité, par son projet civilisateur, a décidé qui nous sommes et qui sont les autres. Et les autres, il y a plusieurs degrés d'altérité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quel point de vue je parle. Je suis mexicaine. Et je vais vous expliquer la théorie décoloniale. Alors, tout d'abord, c'est quoi cette théorie décoloniale? Et qu'est-ce que nous proposons, nous, en parlant du tournant décolonial? Alors, tout d'abord, avec cette expression décoloniale, je ne dis pas que le colonialisme est négatif. D'abord, je pense que c'est clair au XXIe siècle. Occuper militairement un territoire, torturer, en tirer profit économiquement, c'est quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas une position anticolonialiste. Lorsque l'on parle de tournant décolonial, on se positionne contre la modernité-colonialité, c'est-à-dire nous entendons la modernité-colonialité comme une matrice de production de différences hiérarchisées et incommensurables. Pour nous, la modernité-colonialité a été une réalité historique, a été une réalité sociale et symbolique. Et je vais maintenant donner des définitions. On fait la différence entre colonialité et colonialisme. Colonialité est un néologisme également en espagnol. Et lorsqu'on parle de colonialité, on parle de symbole. Quelque chose qui est lié à l'imaginaire, aux idées. Et ce sont ces hiérarchies. Il s'agit de penser le monde comme une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui savent plus et les gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui sont intelligents, des gens qui ne sont pas intelligents, riches ou totalement dépossédés de tout. La couleur de la peau, la couleur blanche serait supérieure à la couleur café ou à la couleur noire. Le genre masculin est préférable à tout ce qui est perçu comme féminin. Donc, la colonialité, ce sont ces formes de pensée basées sur les différences et sur les hiérarchies.
Cela dit, nous comprenons le monde comme le résultat, la structure des 4 tendances. C'est-à-dire, lorsque l'on dit décolonial, on s'oppose à 4 idées. D'abord, la modernité. Deuxièmement, la colonialité. La troisième, le capitalisme. Et quatrièmement, le patriarcat. Alors, lorsque je parle de décolonial, c'est-à-dire je prends position contre ce qui est colonial, colonialité, modernité, capitalisme et patriarcat. Donc, avec cette expression, je dis beaucoup plus que le colonialisme, c'était bien, c'était mal. J'espère que les choses sont claires. Bien sûr, c'était mauvais, mais le problème de ces différences symboliques, et c'est pour ça qu'on utilise le terme colonialité, c'est que nous pensons que ce sont des choses qui sont toujours en place. C'est-à-dire, on peut en débattre, mais les colons sont partis des pays, mais la colonialité est restée. C'est-à-dire, on ne parle pas que du Nord, le pays des colons. Moi, Grace, j'ai été dans éduquée dans une éducation pro-coloniale, c'est-à-dire qui cherchait ce qui était européen. C'est-à-dire, dans la décolonialité, nous essayons de sortir tout cela. Donc, Chandra Mohanty, avec une belle métaphore, disait que l'Occident crée des yeux, c'est-à-dire cette matrice coloniale, et les yeux sont portés par nous. Nous portons ces yeux, les colonisés, nous voyons par ces yeux. C'est-à-dire que on voit le monde avec des yeux créés par l'Occident. Donc, le mouvement décolonial cherche, dans la mesure du possible, à élargir notre regard. Et nous vous présentons tout cela ici, en France, et où que vous soyez, en nous voyant sur Internet. Donc, c'est une option que nous proposons. Si la modernité pour nous est une option de regarder le monde, l'être humain, la nature et de penser la vie, notre proposition est une autre option. Nous n'avons aucun intérêt de prendre la place de l'oppresseur. Ce que nous voulons dire, c'est que si nous offrons une option, et si chaque peuple offre une option, la modernité, tant bien également, devient une option. Et nous multiplions les options. Et nous souhaitons qu'il y ait une libre autodétermination des personnes et des peuples. Que chacun, chacune choisisse sa position. C'est ça la diversité possible. Donc nous comprenons que la modernité n'aime pas la diversité, ou n'aimait pas la diversité, parce que nous étions dans le côté obscur. Il a été dit que la modernité est le côté obscur de la colonialité. Et les peuples originaires en sont encore plus convaincus. Nous avons été essentialisés. Il est dit que nous étions barbares. Il était dit, par exemple, certains philosophes disaient que nous ne pouvions même pas sentir. Et c'est avec ce prétexte qu'il y a eu le projet d'évangélisation et de modernité pour nous enlever notre côté barbare, c'est-à-dire que nous correspondions au modèle unique des personnes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de l'être humain. Il n'y a pas qu'une manière unique que de vivre comme être humain sur la planète. Et donc, c'est ce que nous cherchons à faire comprendre avec ce tournant décolonial. La modernité n'est pas une identité, c'est la position dans laquelle nous a mis la modernité. La modernité a également symboliquement créé un discours logique pour inférioriser la différence. Et ce discours, et a été reproduit dans maints livres, c'est que nous l'avons intériorisé, nous l'incarnons, nous le reproduisons. Le problème, c'est que nous sommes convaincus de ce que l'Occident a voulu faire de nous. Est-ce que quelqu'un peut passer à la page suivante, s'il vous plaît?
Donc, je voudrais vous expliquer comment avancer dans cette démarche. Donc, il y a la théorie, la philosophie. La modernité, selon les épistémologies du Sud, notamment le philologue Boaventura de Sousa Santos, a créé un filtre herméneutique. C'est-à-dire que la modernité nous a fait croire en des critères de pertinence pour écouter les discours. C'est-à-dire que lorsqu'une personne prend la parole, je sais ce qui est important et ce qui n'est pas important, parce que je sais ce qu'elle va dire déjà. Je peux me déconnecter, donc je peux ne pas prêter attention à cette personne. Et la modernité nous a mis des critères quant à ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et les autres, lorsqu'ils sont très autres, disent des choses qui parfois nous semblent totalement non pertinentes. Et la modernité trace des lignes, instaure une matrice de différence, et ce qui est en dehors de cette matrice, on dit c'est hors sujet, on ne parle pas de ça, c'est très intéressant, mais on ne va pas parler de ça. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais parler. Et il y a des endroits où on ne va jamais parler. Il y a des endroits où on n'arrive jamais à aborder certains sujets. Et surtout, ce qui nous intéresse avec l'écoute, ce n'est pas tant d'y faire attention, mais tout ce que nous nous permettons d'ignorer et que nous allons qualifier d'accessoire, de non pertinent. Et c'est un peu ce qui serait grave dans la modernité, c'est-à-dire à l'heure d'écouter. Qui plus est, je propose qu'on poursuive avec la présentation. La modernité, pour nous, a souligné les différences et la hiérarchie à tel point que l'interculturalité, c'est-à-dire le dialogue entre des personnes qui parlent des langues différentes, qui ont des croyances différentes, n'est plus possible. Donc pour nous, l'interculturalité n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce séminaire, c'est-à-dire essayer d'avancer vers l'interculturalité. Donc je vais reprendre les mots d'une des autrices décoloniales les plus connues d'Équateur, Catherine Walsh, qui a théorisé l'interculturalité. L'interculturalité, pour elle, n'existe pas encore. Elle va au-delà de la tolérance ou la reconnaissance de la diversité. Pour nous, c'est un projet social, mais également c'est un projet politique. Et ce que nous recherchons, c'est la construction d'un autre monde. Construire des sociétés, des relations et des conditions de vie nouvelles et diversifiées qui permettent la diversité. Page suivante. Ce qui est important pour l'interculturalité, ou au moins selon notre point de vue sur l'interculturalité, c'est qu'il ne suffit pas de reconnaître ou tolérer la différence d'autrui pour dire comment on peut l'assimiler ou l'inclure dans le monde que nous avons conçu, c'est-à-dire dans la matrice coloniale. En fait, ce que nous recherchons, nous, c'est de faire imploser le système colonial moderne et rechercher la construction d'un autre monde à partir de la différence où nos compagnons Guarani, Huarpe, n'aient pas à abandonner sa langue, ses traditions, sa culture pour entamer un dialogue avec nous et commencer à construire. Il faut que chacune construise à partir de sa différence, de ses différences, et que la différence ne soit pas, comme on dit, les êtres humains ont un grave problème car il n'est pas possible de parler de différence sans parler d'infériorité. Et c'est là le problème. C'est ça la lutte décoloniale. C'est séparer l'idée que la diversité implique supériorité-infériorité. Cette idée de hiérarchie qui semble tellement naturelle aujourd'hui que nous essayons de renverser. Ce que nous recherchons, c'est construire l'interculturalité, la vraie, et c'est un défi. C'est l'objectif de cet atelier, de ce séminaire. C'est un pas dans la bonne direction. Page suivante.
Comment je fais le lien entre l'interculturalité et l'anthropocène? Pour moi, la définition que je préfère de l'anthropocène, c'est celle de Michel Lusso, qui dit que l'anthropocène remet en question l'habitation humaine de la planète. Qui peut répondre à cette question? Qui est habilité à dire ce que signifie être humain au monde? Qui peut donner la réponse? Mais en même temps, qui est de l'autre côté, c'est-à-dire qui écoute dans son coin, caché? Et pourquoi? Dans quel objectif voudrait-on écouter la réponse de qui? Donc, pour revenir sur l'écoute, un autre point que je souhaite partager avec vous, c'est qu'il est évident que ce sont les imaginaires de la modernité qui sont réalisés dans la crise que nous vivons. L'imaginaire du progrès, du rationalisme, de l'accumulation par dépossession, rationalité économique avec sa transitivité de valeurs qui nous ont amenés ici. C'est une question, mais je n'ai pas la réponse. Mais je partage avec vous, la modernité, selon certains, pourrait nous faire sortir de cette crise. Eh bien, la réponse d'un sociologue mexicain qui s'appelle Pablo González Casanova, qui est encore parmi nous, c'est que la justice, la démocratie et la paix et les droits humains sont niés par la majorité de l'humanité. Nous n'avons pas d'espoir dans aucun projet que la civilisation, le progrès ou le développement puissent signifier une solution alternative pour sortir de notre situation. C'est la raison pour laquelle l'écoute de l'autre est d'autant plus urgente. Il faut que l'on s'écoute. Ce qui importe, c'est de donner une nouvelle dimension et de comprendre que la modernité ne suffit peut-être pas à concevoir le monde de demain. Nous avons peut-être besoin d'autres valeurs, de valoriser autre chose, non pas pour revenir à un âge d'or perdu. Il est inutile de vivre dans le passé. Nous vivons aujourd'hui et ici. Et nous cherchons à construire l'avenir. Et à cet égard, et je reprends la question de Gallares Spivak, est-ce que le subalterne peut parler? Et dans son texte classique, il dit, et le problème n'est pas, et mes compagnons peuvent prendre la parole, mais le problème, c'est que depuis notre première réunion de préparation à ce séminaire, c'est qui va nous écouter et comment va-t-on nous écouter? Ici, la matrice coloniale fait qu'il y a des voix qui comptent plus que d'autres. L'anthropologue argentine Karina Vidaseca parle de voix, des gens qui parlent à voix basse. C'est-à-dire si on n'est pas un homme, si on n'est pas blanc, si on n'est pas européen, si on n'est pas riche, quand on parle, si on n'est pas tout cela, quand on parle à voix basse, c'est-à-dire si on est femme, si on vient d'un pays du tiers-monde, si on est racialisé, alors on parle à voix basse. Et donc on peut ignorer, on peut se permettre d'ignorer ces voix. Alors, maintenant, je veux partager 3 trucs que j'ai découverts, que j'ai vécus, qui pourraient nous aider à parler avec autrui. Tout d'abord, nous poser la question, pourquoi souhaitons-nous ouvrir le dialogue? Il semble qu'en le monde moderne colonial, on a toujours une intention cachée lorsque l'on veut communiquer. Par exemple, moi je suis doctorante et parfois je me rends dans des congrès et dans ces congrès, il y a d'autres doctorants, doctorantes, des étudiants, il y a des proférences comme des maîtres de conférences, puis il y a les professeurs titulaires,
supérieur. Et très souvent, j'ai vécu cette situation, et d'autres m'en parlent également. Je parle avec des doctorants, et tout d'un coup, quelqu'un de plus important vient, et alors, les gens se tournent vers la personne la plus importante qui vient d'arriver et arrêtent de me parler, puisque quelqu'un de plus important vient d'arriver. Parce que l'objectif n'est pas d'échanger, c'est de mener leur carrière, et la meilleure carrière possible. Et c'est la tendance contre laquelle il faut lutter lorsque l'on parle avec quelqu'un d'une autre culture, parce que nous avons vraiment besoin que l'écoute pure, le partage pur, puissent être des objectifs. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous comprendre aussi rapidement, aussi facilement, que si l'on n'a pas envie de se connaître l'un l'autre. Le deuxième truc que je peux vous donner, c'est comment on prend la parole. C'est quelque chose de très culturel. La voix, la pose est une performance culturelle. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque je suis arrivé en France, au bout de 6 mois, je participe à ma première réunion et pour moi, le français est une langue assez lointaine de la mienne et puis je l'ai apprise pour ma thèse. Donc pour moi, parler français, cela sous-entendait penser en espagnol, traduire plus ou moins correctement en français et conjuguer mes verbes. Et j'étais préoccupé par cela au moment où j'essayais de répondre à une question qui m'était faite en français. Et donc j'étais dans une réunion et les gens parlaient très rapidement et se coupaient la parole. Et moi, je n'avais pas cette vitesse à ma disposition. Et donc, ils pouvaient me couper la parole. Et dans ma culture, c'est quelque chose de très mal perçu, quelle que soit la hiérarchie. Lorsque quelqu'un parle, on ne lui coupe pas la parole. Donc, peut-être moi... Et j'ai perçu de la violence et avec des gestes, etc. Et on me faisait un geste en disant « Écoute, excuse-moi, je vais t'interrompre, etc. » Dans ma culture, on peut faire ce genre de geste, mais on n'interrompt pas les gens. On attend que les gens aient fini de parler. Donc moi, je ne savais pas si c'était normal, si j'étais victime de violence, si j'étais systématiquement discriminée. Parce qu'en plus, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas répondre aux questions, je n'avais pas suffisamment de maîtrise de la langue pour m'exprimer. Donc, lorsque l'on parle avec quelqu'un qui ne parle pas sa propre langue, il existe la question des langues, et je sais que mes compagnons vont en parler mercredi. C'est un point important, et c'est un point sur lequel la modernité a jugé que les autres n'étaient pas intelligents puisqu'ils ne parlaient pas la même langue que les colons. Et après, dernier point que je souhaite partager avec vous, c'est que le mot a le pouvoir de celui qui porte le mot. C'est-à-dire, tout dépend de qui prend la parole. Selon la personne qui parle, selon la manière dont cette personne est habillée, on va pouvoir juger si les idées exprimées vont être meilleures, moins bonnes, s'il y a des publications dans telle langue, si la personne parle telle langue ou telle autre langue. Donc, d'une certaine manière, il est un peu compliqué d'imaginer qu'une bonne idée puisse venir d'une personne subalterne. Avant même qu'elle prenne la parole, cette personne subalterne est déjà jugée. Je vais vous donner encore un exemple qui pour moi est très caractéristique. C'était la première fois que je faisais une présentation de ma thèse dans le cadre d'un congrès. Il y avait des professeurs, des doctorants, des étudiants. Et j'avais fini ma présentation. Et un professeur était surpris de ce que j'avais dit et a dit, votre thèse est très bien, les arguments, mais je suis très surpris par le fait que cela puisse être appliqué à mes recherches et que moi, je n'ai pas pensé auparavant à ce à quoi vous avez pensé. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce que ce monsieur a réfléchi à ce qu'il me disait ou est-ce qu'il a parlé sans réfléchir? Bon, moi, j'ai présenté une recherche doctorale et j'ai essayé de réfléchir avant de me lancer dans cette aventure. Et moi, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de poser cette question. Et peut-être que ce professeur est parti du principe qu'il était impensable qu'une étudiante puisse avoir pensé à quelque chose auquel lui-même n'avait pas pensé. Et
Voilà, je pense qu'il avait déjà l'impression de savoir ce que j'allais dire avant même que je fasse la présentation de mon projet. Donc nous allons passer à la dernière slide. Donc si je pouvais dire ce que signifient ces choses pour moi, donc il y a cette expression « sentir penser », c'est un verbe en espagnol. Et il est nécessaire que les deux choses, sentir et penser, arrivent simultanément pour arriver à cette écoute. Donc, il faut être dans une certaine disposition affective et émotionnelle, tout en faisant un effort intellectuel. Et donc, la première chose que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'écouter nos compagnes, nos compagnons, mais autrement que dans la modernité, en partant de la vie, de l'amour, en partant d'ailleurs. Donc, tout d'abord, je vous invite à être dans une certaine disposition émotionnelle et également dans votre position corporelle, vous préparez à l'écoute. Il y a des écoutes défensives et des écoutes ouvertes. Donc, je pense qu'il faut se préparer. Dans ma thèse, je propose le concept de l'esthétique du soin. Alors, esthétique, sans parler de racines coloniales, je parle d'esthétique comme sensibilité. Je parle de l'esthétique du soin. Je parle de sensibilité pour construire une relation, c'est-à-dire qu'il existe une disposition émotionnelle qui permet la relation et il y a des dispositions qui sont sensibles et qui ne permettent pas de soutenir un dialogue et de soutenir la vie. Troisième point, il s'agit d'essayer de sortir des relations instrumentales de la modernité, c'est-à-dire de ne pas chercher à atteindre un objectif caché. Donc, dans le cadre de ce séminaire, simplement essayer d'écouter et de comprendre et après de voir si l'on peut construire quelque chose, si l'on voit si cela peut nous servir. Mais je propose que, pour le moment, nous nous contentions d'écouter, l'écoute étant simplement un objectif. Pour le dire autrement, sortir d'un ordre du jour que j'avais préparé de manière unilatérale à l'avance sur ce que je vais écouter, sur ce qui va se passer. En français, il y a une expression qui m'a beaucoup choquée lorsque je suivais des cours. Donc, moi, j'allais à mes cours comme doctorante et j'étais surprise d'entendre très souvent l'expression « moi, ce qui m'intéresse » et ça revenait constamment. Moi, ce qui m'intéresse et le reste, ce qui ne m'intéresse pas et ce que je ne vais pas écouter. C'est-à-dire que si on ne me parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas et je n'écoute pas et c'est en dehors du sujet. Donc je pense qu'il faut sortir du « moi », ce qui m'intéresse, et peut-être écouter ce qui ne nous intéresse pas et ce qu'on nous a dit qui était intéressant. En espagnol, c'est la même chose. Et au Mexique, on a une expression, on dit qu'on essaye toujours d'apporter de l'eau à notre moulin, comme en français d'ailleurs. Et donc, au lieu de chercher dans les relations sociales de l'eau pour notre moulin, simplement chercher dans leurs relations sociales la relation pour la relation. Muchas gracias. Entonces voy a cambiar al francés. Maintenant, je vais parler en français parce que je vous racontais que nous avions ce séminaire en collaboration avec le Musée des Confluences. Donc, on va suivre avec un dialogue avec Cédric Lessec, qui est directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences. Donc, on a un groupe d'étudiants qui vont suivre le séminaire et avec qui on aura des ateliers au musée. Et là, on va
on va essayer de questionner vraiment depuis cette esthétique du cœur, donc vraiment dans l'expérimentation et vraiment en collaboration, qui sait aussi construire interculturalité d'une autre façon. Et on va en parler. Donc, bienvenue Cédric, merci. Merci de m'accueillir. Et donc, je voudrais commencer en vous écoutant sur ce que je viens de dire. Moi, j'imagine les musées comme une sorte de plateforme d'interculturalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Tel que je le comprends, tel que je vous entends, j'ai une image qui me vient en tête, en fait. L'image, ici, il faut le resituer. Nous sommes à Lyon et nous avons des compagnes et des compagnons qui sont tout autour du monde. Et le musée est posé à la pointe de la confluence, dans un lieu géographique fort de sens. Fort de sens parce qu'il appelle la poésie, il appelle finalement là où il est posé dans la ville, à l'entrée sud de la deuxième, troisième plus grande ville de France, une position d'écoute. Et l'objet qui me vient en tête, parce que c'est un objet architectural, ce musée des confluences, c'est celui d'un coquillage. Vous avez beaucoup parlé d'écoute, et moi je me souviens quand j'étais enfant, je pense que tous les enfants ont pu faire ça, écouter la mer dans un coquillage. Vous parlez de plateforme, moi j'entends le musée comme un coquillage, un objet dans lequel on entend le monde, on écoute le monde, on entend son écho, et en même temps un lieu qui dans ses collections, le coquillage finalement comme fossile, fossilise toute cette histoire dont vous avez parlé, avec ses violences, avec ses horreurs, et le musée c'est tout ça en même temps, un lieu qui résonne de cette histoire, de ses richesses aussi, et un lieu qui doit permettre au public d'aujourd'hui qui le fréquente de comprendre le monde dans sa complexité. Et j'aime comme l'image, et je me demande comment on construit donc ces coquillages. Donc, quelle voix on va écouter, quelle voix on ne permet pas, ou vont être plus forts dans la métaphore de Karina Vidaseca. Donc, il y aura des sons qui sont un peu plus forts et d'autres qui seront plus bas. Et je pense que c'est problématique parce qu'on doit choisir, parce qu'on est limité par l'espace et on est limité par le temps et on se resitue un peu dans la réalité, dans notre monde. Donc, comment vous vous positionnez face à ce comme enjeu de choisir un peu comment on fait? D'abord, sans doute, en considérant l'objet comme un trait d'union. Un objet qu'on doit comprendre, peut-être on aura l'occasion de développer cette profondeur. Il me semble qu'un des grands enjeux des musées comme les nôtres, des musées qu'on appelle de société comme les nôtres aujourd'hui, c'est de faire comprendre l'objet, les objets que l'on conserve, des objets qui peuvent être de sciences naturelles ou dits d'ethnographie, c'est-à-dire qui appartiennent ou qui ont appartenu à des cultures qui ne sont pas les nôtres, celles du musée de la France. Les objets dans toutes leurs dimensions, dans la profondeur de leur histoire. Et c'est pour ça que l'image de la coquille, au fond, est une image intéressante, parce qu'il s'agit d'écouter la polyphonie, en fait, qui se dégage des objets dans leur aura, dans leur dimension narrative, en fait. Et puis, il y a une autre chose qui me semble extrêmement importante, qui est un des grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est de considérer que l'objet, je parlais de trait d'union, d'un objet qui ne doit pas nous séparer, en fait, mais qui doit nous rassembler, qui doit nous réconcilier, autour duquel doit se tisser un dialogue, en fait, et pas des oppositions. Considérer que un objet a une histoire, et si on doit le transmettre dans le futur, puisque c'est l'un des enjeux, l'une des missions du musée, c'est précisément pour qu'il soit compris, pour être transmis. Sinon, il n'y a pas de sens à le transmettre.
Et comment, donc c'est une relation entre 2 mois, 3 acteurs, mais vous pouvez me corriger. Donc ce sont soit les communautés ou des provenances des pièces, c'est les musées avec les acteurs qui sont, et aussi les publics. Donc ce sont au moins 3 acteurs qui vont se mettre en relation avec l'objet et une narration et une compréhension. Comment ces relations sont établies et donc avec les communautés, avec les musées et avec les publics. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des relations, pour ce qui concerne le musée des Confluences et dans les différents ateliers au sein desquels différents collègues chargés de collection, chargés d'exposition vont intervenir ces prochains jours, on va pouvoir comprendre la manière dont on travaille, de manière assez pratique. La posture de l'écoute, j'aime beaucoup le verbe qui n'existait pas, ce verbe qu'il faudrait presque inventer en français, sentir, penser, c'est d'être à l'écoute des publics en considérant, me semble, et de l'objet lui-même, parce qu'il s'agit de comprendre l'objet et de comprendre le contexte dans lequel il sera compris en quelque sorte, et de faire en sorte qu'il nous parle. Et que se déploient autour de lui différents discours. Vous savez, il y a dès l'ouverture du musée, je vais donner un exemple pratique, on a lancé une collection qui s'appelle Récits d'objets, où le principe, pour un musée d'histoire naturelle comme le nôtre, c'était pas une évidence, était de lancer un défi à un écrivain, et d'ailleurs Simonetta Greggio, qui était avec nous juste avant, s'est lancé dans l'aventure à nos côtés, c'est de confier à un écrivain un objet du musée pour qu'il nous en raconte son histoire. Et on en est très heureux parce que non seulement la collection a aujourd'hui trouvé ses lecteurs, mais elle a trouvé, avec la bibliothèque municipale par exemple, avec l'INSA de Lyon, des ateliers d'écriture qui font que, et c'était là l'ambition que moi j'avais en tête, c'était pas seulement de faire écrire des écrivains pour lesquels c'est le métier, et qu'ils nous racontent de belles histoires, c'était au fond que les publics, les visiteurs qui sont amenés à déambuler dans les salles puissent se dire que ces objets sont aussi les leurs. Et qu'à partir de ces objets, qu'ils en racontent aussi leur propre histoire. Parce qu'elle n'est pas... Il y a effectivement le discours scientifique, il y a un discours laxe, souple, qui évolue, qui se complète, qui se contredit parfois. Et puis, et c'est une manière de répondre à votre question, entre finalement récepteur et émetteur, la manière dont on se raconte ces histoires. Et je voudrais approfondir sur cette question du public et de l'interprétation, parce que l'interprétation d'une pièce, c'est quelque chose toujours très personnel et qui est en relation avec sa propre histoire, mais aussi avec la culture dont on habite. Donc, c'est pas évident de parler des autres parce que parfois on pourrait... donc, même si on raconte une autre histoire, être interprété avec la logique dominante qui est dans notre processus théorique, c'est la théorie des colonels, donc le système monde moderne. Donc, comment on fait pour je pense qu'on ne peut pas contrôler, mais pour intervenir ou interférer la question de l'interprétation de l'altérité, parce qu'en fait, on est en train de parler de quelqu'un d'autre ou d'une autre culture. En fait, je crois que notre rôle, notamment dans ces ateliers d'écriture, parce que ça a fait, ça s'est transformé en ateliers d'écriture qui ont connu un assez grand succès ces dernières semaines. Notre rôle, c'est finalement d'aider à la prise de parole. Et finalement, ce déclenchement, ce déclencheur fait que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me leurre, il y a une forme de déprise d'un discours qui serait dominant pour tout simplement s'exprimer soi, ressentir ce qu'on est soi par rapport à un objet qui résonne dans sa vie. Et c'est tout.
Et c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà beaucoup. Et je ne sais pas, mais c'est avec comme un atelier où on va comme engager les publics. Mais qu'est-ce qui se passe avec le public qui va comme à faire la visite du musée, donc qui passe seulement et qui peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous les savez par des enquêtes des sorties du musée, mais on ne sait pas comment on interprète et depuis où on interprète, parce qu'on disait tout à l'heure que le lieu d'énonciation pour nous est central. Et donc... Alors peut-être d'abord pour répondre à cette question, il me faut préciser ce que j'ai en tête depuis le début de notre entretien, c'est qu'on considère que au musée, vous savez, souvent on classe les musées dans ces lieux poussiéreux dans lesquels il ne se passe pas grand-chose. Et d'ailleurs, par exemple, ces derniers jours, alors que le musée est actuellement fermé, pour les raisons qu'on connaît, qu'on imagine, on nous dit « mais qu'est-ce que vous faites en fait ? Le musée est fermé, qu'est-ce que vous faites ?» et donc dans ces lieux où il ne se passe rien et où la poussière s'accumulerait des années durant. Bon, en fait, je crois qu'il faut, et c'est tout l'enjeu pour nous et tout l'intérêt pour nous de participer à ce séminaire avec vous, c'est de montrer que le musée n'est pas un lieu du passé. Le musée, les patrimoines que l'on conserve et les cultures qui y sont présentées, comprises, mises à disposition, que sais-je, le musée est tourné vers l'avenir. Au fond, il n'y a rien de plus vivant qu'un musée, ou en tout cas qu'un musée tel qu'on le conçoit nous. C'est toujours, au fond, la même chose dans la relation du regard entre des visiteurs et des objets, ce qui se trame dans une relation perpétuelle, des allers-retours perpétuels entre le passé, leur passé, et la transmission, le futur. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, plus théorique de ma réponse. La partie plus pratique, tout simplement, elle consiste, quand je parlais d'écoute par exemple, vous le verrez, et effectivement il y a des études de public qui sont conduites par d'ailleurs une collègue sociologue qui interviendra dans le courant de nos échanges, donc de manière très précise. Il s'agit de connaître le public. Pour l'écouter, il faut bien savoir qui on a avec nous, à nos côtés. Il s'agit par exemple, vous le verrez à travers l'exemple d'une exposition qu'on prépare et qui ouvrira à l'automne prochain sur les Sioux, de comprendre en prélude à l'exposition quelles sont les représentations pour tenter, je dis bien pour tenter, de les faire tomber. En 2017, on ouvre une exposition sur les Touaregs et ma collègue Nathalie Candito, la sociologue qui interviendra dans ce séminaire, avait lancé une enquête en ligne très simple qui visait à essayer de comprendre, avant que le visiteur ne puisse pénétrer dans l'exposition, quels étaient les grands clichés qui tournaient autour des Touaregs. Et effectivement, à travers les réponses, on avait bien en tête qu'il était nécessaire de déconstruire, pour reconstruire, pour essayer de montrer quelle était la complexité, qu'effectivement il y avait des clichés qui avaient leur réalité, qu'on ne pouvait pas faire autrement, et qui d'ailleurs reprendront peut-être leur place après l'exposition. Après tout, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça consiste réellement à être à l'écoute de cette manière, et aussi, mais je ne veux pas être trop long, à travers des relations internationales que l'on tisse. Ça, Marie-Paule Imberti nous en parlera, des recherches et des collectes qui sont désormais reprises, notamment au Brésil, pour documenter nos collections, mais bien au-delà en fait, être en prise avec les communautés et les peuples originaires. Chimamanda Adichie, c'est une écrivaine de Nigeria, et donc elle dit que le problème après avec les stéréotypes, c'est pas la vérité ou s'ils sont faux, mais le problème c'est qu'ils sont incomplets. Je pense que c'est un problème qui est fort dans un musée, parce que moi, si je pense de ma propre culture, c'est pas que les stéréotypes n'ont pas comme un rapport avec la réalité. Si je pense au sombrero, au sarape, au mariachi, oui, on a ça et on le porte et c'est rigolo pour nous et amusant.
mais on est plus que ça. Et c'est plus qui, après, est difficile de saisir. Et je pense que c'est plus qui est assez ce que j'essayais comme de faire référence quand je disais que la modernité nous donnait comme un filtre herméneutique pour comprendre. Parce que ce qui est simple à comprendre, c'est le stéréotype. Et c'est pas que ça soit faux complètement, ou qui n'est pas en rapport avec la réalité, mais c'est plus qui est très difficile à comprendre, à écouter, et après, je m'imagine, à représenter dans un lieu comme un musée. Absolument. En vous écoutant, j'ai en tête, quand on va chez l'ophtalmo et qu'on a ces lunettes sur le nez qui nous invitent à ne regarder que dans un tuyau, en quelque sorte, où finalement, l'environnement n'a plus cours qu'au seul prisme de ces lunettes. Et c'est ça un cliché, en fait. Et notre travail, c'est précisément d'enlever ces lunettes. De faire en sorte que la complexité, c'est là un vrai travail, au fond. De faire comprendre la complexité avec des mots simples. Et pour tous et pour toutes. Et c'est là toute la difficulté, parce que, effectivement, le cliché, il a, comme son nom l'indique, une certaine valeur. Mais il faut arriver, et j'ajoute, dans l'espace, et pas dans l'espace d'une feuille, dans l'espace d'une thèse, mais dans l'espace, et donc là on est bien dans le sentir, penser, avec la notion aussi de chronologie, de temporalité qui vient en plus se superposer à cela, qu'il s'agit de faire tomber ces lunettes. Je veux juste prendre un exemple qui sera développé par Johan Cormier, qui est le chef de projet de l'exposition sur la piste des Sioux dont je parlais juste à l'instant. Il s'agit en fait, cette exposition, elle traite finalement de la question des représentations, de comment on s'est représenté les Indiens, et en particulier les Indiens de la population Sioux, depuis le 19e siècle, à travers des grands shows qui ont sillonné l'Europe, à travers aussi le marketing qui s'est développé, et la littérature, le cinéma, que sais-je. Et dans l'exposition, il s'agit à la fois de présenter cela à travers une collection et un témoignage de ces costumes qui ont été utilisés pour ces grands shows. Et l'enjeu, c'était de montrer qu'à la même époque, dans les grandes plaines aux États-Unis, il ne se passait pas du tout ce qu'imaginaient les Européens à travers les aventures de Buffalo Bill, en fait. Et voilà, de manière très concrète, comment on essaie de faire établir un dialogue à travers la temporalité, et puis, ça c'est les recherches que mène Marie-Paule, à travers l'océan, et faire en sorte d'être connecté aux communautés. Et ça, pour un jeune musée comme le Musée des Confluences, nous n'avons ouvert que depuis 6 ans maintenant, c'est l'enjeu des prochaines années. Oui, au programme de recherche au Mexique, donc nous traitons avec les acteurs sociaux de la médecine, comme de plusieurs médecines, mais aussi de la médecine phytothérapie. Donc on a un musée de la médecine comme traditionnelle, on pourrait dire, et avec des usages des communautés. Et donc, je me rappelle qu'un des grands... Pour moi, c'était plutôt... Le musée était déjà fait quand je suis arrivée au programme, donc j'ai connu le musée. Et donc, un des problèmes, c'était la folklorisation des remèdes et des rituels. Et l'autre grand défi dont nous parlions, c'était le problème de la contextualisation. Donc pour nous, par exemple, pour un acte thérapeutique et avec des plantes, oui, c'est la plante, mais c'est la plante d'une façon très particulière. On l'aura dans une présentation très particulière. Mais c'est aussi, par exemple, la présence même comme du chaman ou de la curandera qui va être là. Mais c'est aussi le contexte, et même l'heure du jour où la guérison, où le prendre son va se passer.
Et après, c'est aussi la langue et les mots qu'on va prononcer. Donc, il y a tout c'est l'espace, c'est l'objet, mais c'est aussi comme l'interaction, mais c'est aussi l'essence qui est y investie. Donc, c'est très, très complexe. Et ce que nous avions comme problème, c'était de représenter la complexité, parce qu'après les tremblements de terre, au Mexique en 2017, on devait repenser la muséographie parce que les musées étaient endommagés. Donc, on était en train d'imaginer. Et notre problème, depuis cette perspective de l'interculturalité, c'était le problème de comment contextualiser. Donc, c'est une réalité qui apparaît comme un fait culturel, on dit en philosophie totale. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde qui va se réaliser de la personne qui est malade et aussi de la personne qui est en train de traiter et qui va se réaliser dans des gestes, avec les objets et dans un contexte très particulier. Et comment on communique les contextes surtout, parce que peut-être on pourrait communiquer les éléments, mais l'interaction, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a la chance que ce musée, il ait été construit pour être musée. C'est pas si fréquent en France, dans un pays comme le nôtre, avec l'histoire que l'on a, mais c'est aussi le cas, je suis sûr, au Mexique, de lieux qui ont été des palais, qui ont été des monastères, qui ont été finalement des lieux qui ne sont pas des musées. Un musée, c'est un lieu où on conserve effectivement des collections, mais où on montre des collections, qui est une machine à rendre visible, en quelque sorte, ce qui n'est pas visible. L'invisible des objets, je parlais tout à l'heure de l'aura, de la sacralité qui pouvait tourner autour des objets. C'est ça, pour moi, en tout cas, un musée. Et la chance que l'on a, c'est que ce musée ait été fait pour être musée, avec une notion centrale qui est celle de l'immersion. On fait le choix de l'immersion, en fait. Le terme muséographique qui est employé, c'est black box, ces chambres noires, ça permet réellement de s'immerger dans un sujet, de faire en sorte, alors ça a aussi quelques désavantages, mais de faire en sorte que finalement, pour le plus grand nombre, le sentir penser, le confort aussi, soit possible. Et c'est là tout l'enjeu dans la spatialisation du discours. J'ai une dernière question. Donc, je voudrais qu'on m'engage un peu dans les rêves, parce que c'est un peu ce que je fais quand je fais de l'esthétique. Donc, d'imaginer comment on pourrait penser à un musée qui aide à construire interculturalité, mais depuis cette perspective que l'on a, où on pense qu'elle n'est pas accomplie et que le but serait de la diversité, de pouvoir se représenter depuis la différence. Donc, comment vous imaginez que ça pourrait être même pensé? C'est une projection. Alors, soyons utopiques. Un musée, je disais, c'est une machine à voir. Et moi, le musée tel que je me l'imagine, ou en tout cas tel que je me le rêve, puisque vous m'invitez à le faire, c'est un musée où précisément, et ça n'est pas simple, parce qu'il y a des contraintes physiques, et des contraintes de toute nature, mais c'est un musée où précisément les objets que l'on conserve, que l'on transmet, en fait, puissent permettre à tout à chacun de percevoir l'invisibilité dont je parlais. L'invisibilité, c'est quoi? C'est qu'un objet, dans nos sociétés européennes et sécularisées, c'est un objet qui est souvent cantonné à ses seules dimensions esthétiques, à ses seules dimensions formelles, techniques, et où finalement cette dimension d'aura, de sacralité, qui me sont chères, en tout cas qui me parlent, et qui sont, je dirais, respectueuses du contexte, réconciliées en tout cas, du contexte dans lequel ils ont été créés, pour lesquels ils sont encore importants. Parce que ça, c'est très important. Il y a des objets dans nos collections qui parlent encore à des communautés, beaucoup plus qu'à nous, en fait. Et là-dessus,
c'est ça le musée dont je rêve en quelque sorte. Un musée qui permettrait de respecter à la fois les communautés qui les ont conçues, qui les ont construites, qui nous les ont léguées, et qui arrivent à faire passer cette invisibilité à tout le monde. Au fond, c'est voir l'invisibilité, si on voulait rêver un peu. Merci beaucoup, Cédric. Merci Maria. D'être là. Donc, je vais lire quelques questions. Donc, je vais la lire en espagnol parce qu'elle est en espagnol. Donc, si vous voulez vous mettre la traduction. Dice que Julie pregunta que dice que Julie demande, c'est très intéressant. On parle d'observation de choses dont on est convaincu. Quels sont vos conseils pour vraiment s'ouvrir à d'autres discours, à d'autres pensées? Julie, c'est vrai, c'est horrible. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. J'ai un fils et quand il avait 2 ans, j'étais sûre sur ce qu'il devait manger et comment il devait manger. Mon fils a Asperger, il est très sensible et surtout lorsqu'on parle de nourriture. Donc mon fils a décidé dès qu'il est né qu'il était végétarien. Donc moi j'étais une bonne mère mexicaine et il n'allait pas décider ce qu'il allait manger. Moi, j'allais décider de la diète de mon fils. Un fils de 2 ans ne peut pas me dominer, ne peut pas décider. Donc, je ne vais pas tout dire ici parce que j'ai un peu honte, mais j'ai fait des choses pour essayer qu'il mange de la viande, par exemple. Je mettais de la viande dans sa bouche et il l'a craché. C'est ce que j'ai parlé, c'est ce dont j'ai parlé avec Cédric. Nous pouvons donner une interprétation, mettre les pièces à sa place, mais on ne peut pas obliger à quelqu'un à penser quelque chose ou à décider quelque chose. Et c'est horrible parce que moi, je travaille avec l'éthique et l'esthétique. Et c'est horrible de savoir que nous ne pouvons pas obliger la morale. Même quand c'est quelque chose qui est clair, comme par exemple ne pas tuer ou ne pas être violent, on ne peut pas obliger la morale. On est très rebelle, l'être humain est rebelle. Et nous avons des opinions. Pour nous, c'est très compliqué d'accepter la différence parce que pour nous, cela prend beaucoup d'efforts. Et si en plus on doit la questionner, on doit se remettre en question, cela nous mange les énergies, non? C'est difficile de réfléchir, d'essayer de changer la façon de réfléchir de quelqu'un. C'est hors notre contrôle. Nous pouvons changer la nôtre. Et donc mon conseil serait que quand j'ai commencé avec la théorie coloniale, j'étais très fâchée, j'étais agressif. Et je me suis rendu compte, et Paulo Freire le fait très bien, qu'il y a cette attitude agressive. Cela veut dire qu'on veut s'imposer. Et c'est la même chose que l'oppresseur a fait. On comprend, mais ce n'est pas la réponse. On ne peut pas changer la dictature. Maintenant, nous ne devons pas dire aux autres ce qu'il faut penser. Donc, vous pouvez les présenter comme une option. Être très honnête. Pour moi, ça a été très utile d'être honnête. Je dis pourquoi il faut que j'utilise ces termes-là. Il faut que je dise quelque chose. Cela implique de parler de la blessure coloniale. Pour moi, le colonialisme me rend inférieure. Et quand on m'a discriminée, quand on me coupait la parole, je ne savais pas si je devais adapter à la culture française, si ce qui était arrivé n'était pas quelque chose de mauvais, ou alors je devais croire en moi et penser que ce que j'avais vécu n'était pas bien. Donc, est-ce
est-ce que ce que je ressens est normal ou pas? C'est vraiment douloureux. Et donc, l'option décoloniale est construite par la reconnaissance de l'endroit que nous occupons dans la matrice coloniale. Si j'étais un homme blanc européen, cela impliquerait de reconnaître mes privilèges. Donc même si je ne le veux pas, ma voix sera très forte, sera plus forte, même si je suis cool. Donc pour moi, ça a été vraiment douloureux de savoir que ma voix était subalterne. Au Mexique, je ne le suis pas tellement parce que je suis assez blanche, donc au Mexique, je suis très blanche. J'avais des privilèges, je ne voulais pas être subalterne. Être subalterne implique de dire des choses que nous ne disons pas en public, qu'on est vulnérable, qu'on est sensible, qu'on ne veut pas être exclu, qu'on se sent mal. Ce sont des choses dont on ne parle pas des fois. Donc si nous pouvons parler, si vous pouvez parler avec votre famille politique, si vous pouvez dire que cela vous fait mal, cette façon de parler, de penser a des conséquences pour vous, depuis l'honnêteté avec vous-même, vous pouvez leur inviter à parler d'une manière différente, en d'autres termes. C'est très important qu'ils pourraient choisir de dire non. Donc, on décide avec qui on parle, de quoi on parle, etc. Pour moi, dans cette esthétique du soin dont je parlais, dans ma thèse, il paraît que quelqu'un est obligé à vouloir cette relation, à construire cette relation. Mais nous savons que dans le monde moderne, il y a des relations de mort, il y a des relations d'exploitation, de domination. Donc, avoir une relation pour avoir une relation n'est pas valable, ou au moins je ne la défends pas dans ma thèse. Moi, je défends la relation qui soutient la vie, qui nous font être heureux, qui soutiennent le monde, parce que nous sommes soutenus par des personnes, par beaucoup de personnes qui nous aident. Par exemple, en ce moment, moi j'ai un fils et il y a quelqu'un qui est en train de prendre soin de mon fils. Donc on doit reconnaître que ce sont ces relations de vie qui nous soutiennent, qui nous aident. Au moins, moi, ça m'aide à imaginer comment serait le monde où j'aimerais vivre. Mais bien sûr, on ne peut pas forcer les relations. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Mientras llegan las preguntas, no sé si Jacinto quisiera reaccionar un poco. Tandis qu'arrivent d'autres questions, peut-être que Jacinto veut réagir à ce que nous avons dit ici. Jacinto. Es que no, Jacinto. Jacinto. Me puse a pensar en todo. Je réfléchissais todos los conceptos à tous les concepts que vous avez partagés et que l'on rend visibles, parce que ce sont des termes qui souvent sont entendus, sont vécus, mais qui rarement sont socialisés, parce qu'il existe une certaine attitude de la culture occidentale qui ne donne pas d'importance aux autres. C'est ce que l'on peut percevoir dans la conversation que vous avez eue. Et je crois effectivement que cette possibilité de générer de l'écoute, et grâce à la participation de Cédric, et pouvoir écouter son avis, et avoir cette attitude d'écoutant,
est quelque chose d'important pour nous. En comprenant l'essence de nos cultures, nous comme culture originaire, Guarani, Huarpe et autres, des cultures originaires qui existent encore en Amérique latine, nous partageons des valeurs, des principes très importants et liés à ce sens de l'écoute. Et l'écoute nous permet à nous de connaître, d'apprendre, de contextualiser la vie, l'existence. C'est la raison pour laquelle j'apprécie tout particulièrement ce que j'ai entendu et la possibilité de voir en direct cette attitude d'écoute entre vous deux. Cédric, c'est ça? Oui. Et Maria Grace. Et également, je vous envoie toute mon affection et combien j'apprécie le fait d'être avec vous. Oui, j'ai une question pour Cédric. Merci, Jacinto. Alors, je lis la question. Comment un musée peut favoriser l'interculturalité, pas seulement dans ce qu'il expose, mais aussi dans les publics qu'il peut accueillir? Alors, je pense qu'on peut répondre tous les deux à cette question. Parce que vous en avez donné déjà une partie de la réponse. Et merci pour cette question, parce qu'elle est juste et ça nous permet de revenir sur un point que je n'ai pas souligné. Les publics, c'est aussi la langue. Et un musée, quand je disais le musée Confluence, c'est presque 2,5 millions d'objets. Des objets qui sont des objets de sciences naturelles, mais aussi des objets qui viennent du monde entier. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du musée, mais effectivement, il y a le monde au musée des Confluences. C'est un musée monde et le monde est dans nos collections. Et il faut forcer de reconnaître que l'enjeu de la langue, l'enjeu de la langue d'origine est pour nous central. D'ailleurs, il faut être honnête, elle ne l'est sans doute pas suffisamment, parce que une exposition comme Madagascar, par exemple, naît, et parce qu'on est aussi face à des choix, malheureusement, mais n'est pas traduite en malgache. C'est une question qu'on pourrait tout à fait se poser. Et je pense qu'il faut qu'on avance sur cette question, parce qu'effectivement, l'écoute, pour écouter, regardez à combien je suis handicapé à ne pas comprendre l'espagnol, on ne peut pas écouter si on ne comprend pas. Donc ça, c'est central. Avant de vous laisser la parole, parce que je pense que vous avez aussi, ça serait intéressant de vous interroger sur ce que vous percevez du musée, vous qui n'y travaillez pas. Il y a aussi les niveaux de discours. Au musée des Confluences, on travaille beaucoup sur des textes qui sont à la fois accessibles à des novices, à des publics novices qui découvrent un sujet, et à des experts. Et ça demande que les textes soient acérés. Ça demande à ce que le niveau de narration, parce qu'au fond, le discours scientifique ou le discours de fiction est toujours une narration, soit des plus accessibles. Et puis, je reviens juste un tout petit peu en arrière avant que vous puissiez aussi répondre à cette question. Je crois que à la question précédente, celle de Julie, je crois qu'il n'y a pas d'imposition non plus. C'est ça, hein, c'est l'enjeu finalement de l'éducation et de la pédagogie. Je me rappelle d'avoir observé dans les salles des ados qui déambulaient, et chez nous, effectivement, parce qu'il faut bien titrer les salles, et les salles sont numérotées de 1 à 4. Je parle du parcours permanent. Et donc, effectivement, ça induit un sens de lecture. Les origines, les espèces, les sociétés et les questions relatives aux éternités, à l'éternité. Et je me rappelle avoir suivi un groupe d'ados qui prenaient
pas forcément selon moi, mais en tout cas ne prenez pas l'histoire par le bon bout, ou en tout cas par les origines. Au fond, je crois qu'il ne faut pas, c'est une manière très pratique de répondre à la question précédente, faire en sorte qu'il y ait un début et une fin. Et en particulier chez nous, il y a une manière tout simplement de s'approprier un contenu. Et de ne surtout pas projeter, de présupposer ce qui serait lu comme nécessairement plus important que d'autres choses. Au fond, si c'est présenté, et si c'est présenté au public, avec les comités scientifiques avec lesquels on travaille, avec les communautés, c'est parce qu'il y a un message qu'on veut transmettre, c'est tout. Oui, je me rappelle, donc je suis allée plusieurs fois au musée de Confluence parce que je ne sais pas si vous êtes à Lyon, mais quand on est à Lyon, et en plus quand on est étranger, on reçoit des visites, donc chaque fois que ma maman ou mes amis venaient, donc nécessairement on y allait, mais je me rappelle la première fois, donc je venais d'arriver à Lyon et nous sommes allés, donc ma famille, mon mari et mon enfant, et donc on a fait les parcours, il faut se rappeler que je suis philosophe et mon mari aussi. Et donc, notre enfant, et donc on a fait toutes les salles. Et donc, mon mari, depuis la première salle, il m'a dit non, mais j'adore ces musées. C'est les musées comme les meilleurs musées du monde. Et je lui dis oui, mais on n'a vu qu'une salle. Tu peux déjà les dire. Il m'a dit, mais tu vois, la muséographie, c'est la première salle où on parle de l'histoire naturelle, mais on laisse clairement voir que c'est un discours qu'on va construire sur elle, que ce n'est pas la réalité ou pas nécessairement la seule, mais on laisse, donc on a les objets, mais on laisse l'explication ouverte à l'interprétation depuis un autre côté. Donc mon mari m'a dit, mais c'est la première fois que je vois ça dans un musée, donc je suis convaincue que c'est le meilleur musée du monde. Et donc, je pense que c'est ça, d'abord, comme comment on choisit les mots pour accompagner, mais aussi l'espace et comment on choisit de mettre les objets. Mais la deuxième partie de ma réponse a à voir avec ce qui se passe après la visite du musée. Donc, on a la tendance dans le système monde à dire qu'il y aurait donc la bonne interprétation de chaque salle et de chaque objet, et du musée en général. Et donc, on essaie dans ma famille, parce que j'ai fait une thèse décoloniale, d'être décoloniale dans les dialogues. Donc, mon enfant, il a toujours envie de discuter et il cherche, comme j'ai répondu à Julie, la bonne réponse. Et donc, la bonne interprétation que je pourrais répéter à mes amis. Après, je pourrais jouer l'intellectuel. Et donc, il m'a dit, et donc, qu'est-ce qu'on a pensé du musée? Et qu'est-ce qu'on va dire après du musée des Confluences, maman? Et donc, je lui dis, mais j'ai toujours fait cette technique. C'est une excellente technique si vous me demandez une piste. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous savez comme réfléchit sur le musée? Et il m'a dit, il connaît la technique, donc il m'a dit, non, mais tu peux pas faire ça, maman, il faut me répondre d'abord. J'ai posé la question. Donc, il faut d'abord, pour moi, écouter celui qui est le plus subalterne. La voix la plus basse, c'est la première pour moi qu'il faut favoriser. Et ça a plusieurs implications éthiques et politiques. C'est pour ça que l'écoute est un choix politique pour moi. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut traiter de différentes questions. Et chaque fois qu'on va au musée, on discute d'une chose différente. Donc, chaque visite, la discussion d'après, c'est d'une partie différente. Bien sûr, la première discussion pour nous, c'était la question de la mort. La salle d'éternité, parce que nous sommes mexicains et on est un peu obsédés avec la question de la mort. C'est un de nos choses culturelles. Donc, et donc, je pense que ce que les musées peuvent faire pour le public, c'est une partie de la réponse. Et après, ce que le public fait déjà dans les interactions de ceux qu'ils ont vus dans les musées est également important. Donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser la parole. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser le dialogue, même entre nous. Donc, ce n'est pas seulement avec l'autre qui est très, très autre. Donc, je pense à une question de Cristina en espagnol. Donc,
Une autre question, Christina, en espagnol. Quand on parle du sentir-penser, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de l'esthétique du soin, puisque c'est le dernier chapitre de ma thèse, donc là je peux tenir 3 heures sur cette question. C'est un concept que j'ai inventé pour résoudre mon existence. Je m'explique. Moi, j'ai une formation un peu bizarre. Donc, licencié en philosophie et sciences sociales, c'était possible dans mon université. Anthropologie, philosophie, avec sociologie. Puis, j'ai fait des études culturelles et notamment théâtrales. Notamment, l'éthique, l'esthétique a toujours été un sujet proche. Et les décisions, c'est-à-dire l'éthique, comment on choisit, comment on décide, dépend beaucoup, trop parfois, de comment on sent, de la manière dont on sent. Et dans mon quotidien, je n'arrivais pas vraiment à faire la différence entre sentir et penser. Et je me rappelle de la première fois que ça m'est arrivé. Alors j'étais comme ça, assise comme ça, comme candidate. Je présentais mon projet de thèse à mon directeur de thèse et on me demandait quels étaient les auteurs qui m'intéressaient, quelle partie de la philosophie. Et moi, j'avais aucun auteur parce que les auteurs ne m'intéressent pas, ce sont les questions. Moi, les auteurs, j'arrive pas à me souvenir des noms et puis en même temps, tous les auteurs sont intéressants. Donc, j'ai dit, je sais pas, mais moi, je dis, j'aime l'éthique et l'esthétique. Et mon projet de vie serait d'unir l'éthique et l'esthétique, c'est-à-dire ce qui m'importe le plus dans la vie, c'est la vie elle-même. Et dans la vie, pourquoi il y a des gens qui meurent? Rappelez-vous, je suis mexicaine, je suis obsédée par la mort. Donc, ce sont des choses inévitables, pardon, que la mort. Mais j'ai l'intuition que la réponse n'est pas un discours intellectuel très élaboré. Ou alors ce n'est pas la réponse que je vis et que je vois que les gens vivent autour de moi. Moi, je vois plus une réponse qui a affaire à la sensibilité. Donc avec l'esthétique du soin, je crois que sentir et penser ne sont pas deux actions différentes. Je pense qu'on donne de la valeur à nos dispositions affectives et émotionnelles dans nos choix et dans nos projets politiques et sociaux. Et je vais même au-delà, puisque je pense à la santé collective, c'est-à-dire l'esthétique, souligner la dimension affective. Et selon moi, cette dimension peut faire réduire les morts évitables et les risques en matière de santé collective. Mais je sais que c'est très ambitieux, mais c'est mon objectif en tout cas, lorsque je parle de l'esthétique du soin. Donc, l'esthétique et le questionnement sur la modernité, est-ce que cela pourrait nous aider aujourd'hui à écouter ceux qui ont été placés en position subalterne par la modernité et qui ont été obligés de parler d'autres manières. Figurez-vous, moi je me demandais ça dans le séminaire. J'étais invitée et je sais que ma voix n'est pas reçue de la même manière que celle d'une personne qui parle en étant membre d'un peuple premier. Ma peau est différente. Et comment moi, avec mes privilèges, je peux être utile? Comment je peux servir pour l'écoute? Ça dépend d'où on est situé. D'un côté, pour moi, il s'agit de reconnaître ce que nous pouvons faire. Ma contribution personnelle est celle-là. De vous dire quels sont mes conseils pour écouter aujourd'hui, demain, les autres. Mais demain, après-demain et jeudi, je voudrais aussi faire en sorte que demain, ma voix comme métisse ne soit pas une conséquence pour faire taire les voix des autres. Donc ça, c'est la réponse que je vais vous donner aujourd'hui, mais ça n'a pas de sens parce qu'on parle de sentir-penser.
Donc ça nous est égal. Pour nous, l'important, c'est ce que moi je peux faire demain pour ne pas faire taire les voix qui ont été silencieuses pour l'instant. Donc maintenant, Jacinto pourrait fermer cette séance. Il pourrait présenter ce que nous allons faire demain. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que nous allons faire demain, Jacinto? Hola, sí. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Ah, bien, bien. Oui. Te agradezco, Parfait. María Grace. Te agradezco Merci, por todo Maria compartir. Grace. Sí, Merci un pour ce que poco, vous avez partagé. Oui. La idea de mañana Donc es demain, empezar l'idée, c'est a de compartir commencer à lo que partager es la identidad y la par cultura, rapport la à cosmovisión de l'identité, los la pueblos conception originarios de que vamos a du participar monde, en el seminario. des peuples premiers qui vont être en train de participer à la séance. Donc demain, on va démarrer avec les spiritualités des peuples Guarani, Guarani-Ate, Guarani-Samba, comme Huarpe, approfondir par rapport à l'existence de nos cultures, de la spiritualité. Et mercredi, nous parlerons de ce que veut dire la langue pour nous. Pour beaucoup des peuples autochtones, la culture Huarpe comme nous n'avons pas la culture de l'écriture, nous avons une culture de l'oralité. Donc, après-demain, nous voudrions donner une dimension de cela, faire connaître ce que la langue veut dire pour nous. Je vous dis seulement que dans la culture Guarani, la langue est l'essence de la culture et la colonne vertébrale de la culture. La langue est tout pour nous. Donc après-demain, nous voudrons donner une dimension du système que nous avons. Et pour clôturer notre participation dans ce séminaire, nous parlerons nous partagerons de notre culture, notre conception de l'Anthropocène. Ce terme qui est à la mode en ce moment. Nous avons un regard dans notre culture. Et nous voudrons partager aussi une critique vers ces concepts. Parce que quand nous parlons de l'Anthropocène, on dit qu'il est le produit ou c'est l'époque où l'homme, l'être humain, a commencé à détruire l'environnement, il a provoqué un déséquilibre dans la nature et nous considérons que ce concept-là a été généralisé. L'être humain est riche en diversité culturelle et nous, de notre culture, on sent qu'on est étranger à cette notion. L'humanité est en train de détruire l'humanité. On dit, mais nous, on ne se sent pas comme ça. On a d'autres façons de vivre, de cohabiter, d'être en lien avec la nature. Donc, on serait incapable de détruire l'environnement. C'est ce genre de sujet qu'on veut traiter avec vous, on veut approfondir. Merci beaucoup, Jacinto. Je m'excuse, mais on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci. Merci.